Le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo. Chapitre 13. J'ai vu ces jours passés une chose hideuse. Il était à peine jour et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer, carillonner les trousseaux de clés entrechoqués à la ceinture des geôliers, trembler les escaliers du haut en bas sous les pas précipités, et des voix s'appeler et se répondre des deux bouts des longs corridors. Mes voisins de cachot, les forçats en punition, étaient plus gais qu'à l'ordinaire. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Moi, seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais. Un geôlier passa. Je me hasardai à l'appeler et à lui demander si c'était la fête dans la prison. « Fête si l'on veut, me répondit-il, c'est aujourd'hui qu'on ferre les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Voulez-vous voir? Cela vous amusera. » C'était, en effet, pour un reclus solitaire, une bonne fortune qu'un spectacle, si odieux fût-il. J'acceptai l'amusement. Le guichetier prit les précautions d'usage pour s'assurer de moi, puis me conduisit dans une petite cellule vide et absolument démeublée, qui avait une fenêtre grillée, mais une véritable fenêtre à hauteur d'appui, et à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. « Tenez, me dit-il, d'ici vous verrez, et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. » Puis il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrous. La fenêtre donnait sur une cour carrée assez vaste et autour de laquelle s'élevait des quatre côtés comme une muraille un grand bâtiment de pierre de taille à 6 étages. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade percée d'une multitude de fenêtres grillées auxquelles se tenaient collés du bas en haut une foule de visages maigres et blêmes, pressés les uns au-dessus des autres comme les pierres d'un mur, et tous pour ainsi dire encadrés dans les entrecroisements des barreaux de fer. C'étaient les prisonniers, spectateurs de la cérémonie en attendant leur jour d'être acteurs. On eût dit des âmes en peine aux soupiraux du purgatoire qui donne sur l'enfer. Le carré de prison qui enveloppe la cour ne se referme pas sur lui-même. Un des 4 pans de l'édifice, celui qui regarde le devant, est coupé vers son milieu et ne se rattache au pan voisin que par une grille de fer. Cette grille s'ouvre sur une seconde cour plus petite que la première, et, comme elle, bloquée de murs et de pignons noirâtres. Tout autour de la cour principale, des bancs de pierre s'adossent à la muraille. Au milieu se dresse une tige de fer courbée, destinée à porter une lanterne. Midi sonna. Une grande porte cochère cachée sous un enfoncement s'ouvrit brusquement. Une charrette escortée d'espèces de soldats sales et honteux en uniforme bleu à épaulettes rouges et à bandelière jaune entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'étaient la chiourme et les chaînes. Au même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison, les spectateurs des fenêtres, jusqu'alors silencieux et immobiles, éclatèrent en cris de joie, en chansons, en menaces, en imprécations mêlées d'éclats de rire poignants à entendre. On eût cru voir des masques de démons. Sur chaque visage parut une grimace, tous les poings sortirent des barreaux, toutes les voix hurlèrent, tous les yeux flamboyèrent, et je fus épouvanté de voir tant d'étincelles reparaître dans cette cendre. Cependant, les argousins, parmi lesquels on distinguait à leurs vêtements propres et à leur effroi quelques curieux venus de Paris, les argousins se mirent tranquillement à leur besogne. L'un d'eux monta sur la charrette et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage et les liasses de pantalons de toile. Alors, ils se dépecèrent le travail. Les uns allèrent étendre dans un coin de la cour les longues chaînes qu'ils nommaient dans leur argot les ficelles, les autres déployèrent sur le pavé les taffetas, les chemises et les pantalons, tandis que les plus sages examinaient un à un, sous l'œil de leur capitaine, petit vieillard trapu, les carcans de fer, qu'ils éprouvaient ensuite en les faisant étinceler sur le pavé. Le tout aux acclamations railleuses des prisonniers, dont la voix était dominée que par les rires bruyants des forçats, pour qui cela se préparait, et qu'on voyait relégués aux croisées de la vieille prison qui donne sur la petite cour. Quand ces apprêts furent terminés, un monsieur brodé en argent qu'on appelait monsieur l'inspecteur donna un ordre au directeur de la prison. Et un moment après, voilà que 2 ou 3 portes basses vomirent presque en même temps, et comme par bouffées dans la cour, des nuées d'hommes hideux, hurlant et de guenillés, c'étaient des forçats. À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, furent salués d'acclamations et d'applaudissements qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot et toujours d'une forme étrange afin que dans les villes où l'on passerait, le chapeau fît remarquer la tête.
ceux-là étaient plus applaudis encore. Un, surtout, excita les transports d'enthousiasme. Un jeune homme de 17 ans qui avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot où il était au secret depuis 8 jours. De sa botte de paille, il s'était fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds. Et il entra dans la cour, en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. C'était un baladin condamné pour vol. Il y eut une rage de battements de mains et de cris de joie. Les galériens y répondaient, et c'était une chose effrayante que cet échange de gaieté entre les forçats en titre et les forçats aspirants. La société avait beau être là, représentée par les geôliers et les curieux épouvantés, le crime la narguait en face, et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille. À mesure qu'ils arrivaient, on les poussait entre deux haies de garde-chiourme dans la petite cour grillée où la visite des médecins les attendait. C'est là que tous tentaient un dernier effort pour éviter le voyage, alléguant quelque excuse de santé, les yeux malades, la jambe boiteuse, la main mutilée, mais presque toujours on les trouvait bons pour le bagne. Et alors chacun se résignait avec insouciance, oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie. La grille de la petite cour se rouvrit, un gardien fit l'appel par ordre alphabétique et alors ils sortirent un à un, et chaque forçat s'alla ranger debout dans un coin de la grande cour, près d'un compagnon donné par le hasard de sa lettre initiale. Ainsi chacun se voit réduit à lui-même, chacun porte sa chaîne, pour soi, côte à côte avec un inconnu, et si par hasard un forçat a un ami, la chaîne l'en sépare. Dernière des misères. Quand il y en eut à peu près une trentaine de sorties, on referma la grille. Un argousin les aligna avec son bâton, jeta devant chacun d'eux une chemise, une veste et un pantalon de grosse toile, puis fit un signe et tous commencèrent à se déshabiller. Un incident inattendu vint, comme à point nommé, changer cette humiliation en torture. Jusqu'alors le temps avait été assez beau, et si la bise d'octobre refroidissait l'air de temps en temps, aussi elle ouvrait çà et là dans les brumes grises du ciel une crevasse par où tombait un rayon de soleil. Mais à peine les forçats se furent-ils dépouillés de leur haillon de prison, au moment où ils s'offraient nus et debout à la visite soupçonneuse des gardiens et au regard curieux des étrangers qui tournaient autour d'eux, pour examiner leurs épaules, le ciel devint noir, une froide averse d'automne éclata brusquement et se déchargea à torrents dans la cour carrée, sur les têtes découvertes, sur les membres nus des galériens, sur leurs misérables saillons étalés sur le pavé. En un clin d'œil, le préau se vida de tout ce qui n'était pas argousin ou galérien. Les curieux de Paris allèrent s'abriter sous les auvents des portes. Cependant, la pluie tombait à flots. On ne voyait plus dans la cour que les forçats nus et ruisselants sur le pavé noyé. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottaient, leurs dents claquaient, leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s'entrechoquaient, et c'était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées, ces vestes, ces pantalons dégoûtants de pluie. La nudité eût été meilleure. Un seul, un vieux, avait conservé quelque gaieté. Il s'écria en s'essuyant avec sa chemise mouillée que cela n'était pas dans le programme, puis se prit à rire en montrant le poing au ciel. Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena par bandes de 20 ou 30 à l'autre coin du préau où les cordons allongés à terre les attendaient. Ces cordons sont de longues et fortes chaînes coupées transversalement de 2 en 2 pieds par d'autres chaînes plus courtes, à l'extrémité desquelles se rattache un carcan carré qui s'ouvre au moyen d'une charnière pratiquée à un des angles et se ferme à l'angle opposé par un boulon de fer, rivé pour tout le voyage sur le cou du galérien. Quand ces cordons sont développés à terre, ils figurent assez bien la grande arête d'un poisson. On fit asseoir les galériens dans la boue sur les pavés inondés. On leur essaya des colliers, puis 2 forgerons de la chiourme armés d'enclumes portatives les leur rivèrent à froid, à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau asséné sur l'enclume appuyé à leur dos fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Après cette opération, ils devinrent sombres. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes, et par intervalles un cri et le bruit sourd du bâton des gardes-chiourmes sur les membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleurèrent, les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres,
je regardais avec terreur tous ces profils sinistres dans leur cadre de fer. Ainsi, après la visite des médecins, après la visite des geôliers et le ferrage, 3 actes à ce spectacle. Un rayon de soleil reparut, on eût dit qu'il mettait le feu à tous ces cerveaux. Les forçats se levèrent à la fois comme par un mouvement convulsif. Les 5 cordons se rattachèrent par les mains, et tout à coup se formèrent en ronde immense autour de la branche de la lanterne. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient une chanson du bagne, une romance d'argot, sur un air tantôt plaintif, tantôt furieux et gai. On entendait par intervalles des cris grêles, des éclats de rire déchirés et haletants, se mêler aux mystérieuses paroles, puis des acclamations furibondes, et les chaînes qui s'entrechoquaient en cadence servaient d'orchestre à ce chant plus rauque que leur bruit. Si je cherchais une image du sabbat, je ne la voudrais ni meilleure ni pire. On apporta dans le préau un large baquet. Les gardes chiourmes rompirent la danse des forçats à coups de bâton et les conduisirent à ce baquet, dans lequel on voyait nager je ne sais quelle herbe, dans lequel je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis, et ils se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive que je m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, et leur rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombé, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. Le condamné, crièrent-ils tous en me montrant du doigt. Et les explosions de joie redoublèrent. Je restai pétrifié. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils m'avaient reconnu. « Bonjour, bonsoir » me crièrent-ils avec leur ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda d'un air d'envie en disant « Il est heureux, il sera rogné. Adieu, camarade. » Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade en effet, la Grève et sœur de Toulon. J'étais même placé plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur. Je frissonnais. Oui, leur camarade. Et quelques jours plus tard, j'aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux. J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé, mais quand je vis les 5 cordons s'avancer, se ruer vers moi avec des paroles d'une infernale cordialité, quand j'entendis le tumultueux fracas de leurs chaînes, de leurs clameurs, de leurs pas au pied du mur, il me sembla que cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule. Je poussai un cri, je me jetai sur la porte d'une violence à la briser, mais pas moyen de fuir. Les verrous étaient tirés en dehors. Je heurtai, j'appelai avec rage. Puis il me sembla entendre, de plus près encore, les effrayantes voix des forçats. Je crus voir leur tête hideuse paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussai un second cri d'angoisse et je tombai évanoui.